Amables téléspectateurs, merci de nous choisir. Vous suivez votre émission Guinée Forum. Guinée Forum est un programme de Search for Common Ground consacré aux réformes engagées au niveau du secteur de l'éducation et de la santé grâce à un financement de la Banque mondiale et à un appui technique de la RTG. Aujourd'hui donc, nous allons parler des forces et faiblesses des réformes au niveau du secteur de l'éducation avec pour invité M. Ansa Diawara. Il est le directeur de l'information, documentation et archives du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et en même temps porte-parole du dit ministère. Également, dans cette salle, mesdames et messieurs, vous avez la présence d'un charmant public qui interviendra dans la seconde partie de cette émission pour faire des suggestions, poser des questions ou encore proposer des approches de solutions pour rendre plus compétent et compétitif le système éducatif guinéen. Pour animer cette émission, mesdames et messieurs, j'ai à mes côtés Fanta Conté, à qui aussi je souhaite la bienvenue. Et merci donc Fanta, je pense que tu peux déjà commencer par la première question pour ouvrir le débat. Merci beaucoup, Ami. Bonsoir, M. Gawara. Bonsoir. Ami l'a dit tantôt, nous allons faire l'état des lieux des réformes au niveau du système éducatif. D'entrée de jeu, dites-nous concrètement qu'est-ce qui a été fait pour booster et qualifier notre système éducatif en termes de réformes au niveau du préuniversitaire. Bien, merci de m'inviter sur ce plateau. Permettez-moi de dire ceci. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a pour mission principale la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation préscolaire, d'enseignement fondamental et secondaire, d'alphabétisation, d'éducation non formelle et d'éducation morale et civique. Bien, alors, je voudrais ici, sur ce plateau, dire que les points faibles en matière d'éducation, points forts, chez nous, on va appeler acquis et défis. Parce que quand quelqu'un dit point fort, ça veut dire que le point est là. Or, nous avons des acquis que nous améliorons à chaque fois et nous avons des perspectives, des défis à atteindre. Et par rapport à ça, permettez-moi de dire ce qui a été fait, donc ce qui est acquis. Et par rapport à ça, premièrement, vous avez une croissance du taux brut de scolarisation entre 2013 et 2018 de 82%, nous sommes à 92%. 2. Augmentation du taux d'achèvement du cycle primaire. Autrement dit, ce n'est pas tous les élèves scolarisés qui terminent le cycle primaire, il y a des cas d'abandon. Et par rapport à ça, nous avons quitté de 53% à 63%. Troisièmement, vous avez l'amélioration du niveau d'alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans. Le taux brut de préscolarisation de 10% à 17%. C'est-à-dire que par le passé, nous étions à 10%. Et à ce niveau, vous avez l'école maternelle du Jardin 2 octobre. Actuellement, il y a des écoles qui sont en construction à Bofa et à l'intérieur du pays. Donc, nous avons quitté de 10% à 17%. 5. La transition primaire-collège a évolué de 37% à 69% et celle du collège-lycée, 40% à 56%. Ça veut dire que c'est des étapes. Alors, souvent, les enfants ne terminent pas. Et généralement, vous pouvez nous dire dans quel intervalle? J'ai dit, quand vous prenez, par exemple, le primaire et le collège, l'école élémentaire et le collège, il y a des cas d'abandon. Il y en a qui n'achèvent pas, ils ne viennent pas au collège totalement. En 6e année, ils abandonnent. Autre réforme en 6, la suppression de la moyenne annuelle dans le calcul de la moyenne du bac. Vous avez dû constater que par le passé, la moyenne annuelle était introduite dans le calcul de la moyenne du bac, ce qui fait parfois certaines écoles mal intentionnées, certains encadreurs et généralement du privé, qui gonflaient les moyennes des candidats. Alors lorsqu'un candidat va avec 18 de moyenne dans un examen comme le bac qui est partout dans le monde entier, ça veut dire qu'il n'a qu'à chercher 6 de moyenne. Alors on a mis croix sur ça pour que ceux qui sortent désormais du bac soient de véritables bacheliers. Septièmement, la déconcentration du BEPC au niveau des IRE. Vous savez, par le passé, tout était concentré au service d'examen. Si vous avez remarqué, lorsque les examens se passaient, après les examens,
les enfants partaient en vacances, BEPC, examen d'entrée en 7e, bac. Dans le souci, personne n'a son résultat. Mais avec la déconcentration, en 2 semaines, après l'examen, tous les résultats sont affichés. Donc on a décentralisé, ce sont les IRI maintenant qui travaillent sur les résultats au niveau du BEPC. Ok, si vous permettez, M. Hamza, c'est que récemment, il y a eu assez de mouvements au niveau quand même de ce secteur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'une des faiblesses aussi des réformes? Les mouvements dus aux différentes grèves enclenchées par les syndicats. Bien, alors vous êtes en train de mélanger. Oui, je pense qu'on va parler. Nous sommes sur les acquis. Oui, on a parlé des faiblesses, il y a des forces, il y a eu 7 points qui ont été énumérés. Oui, le dernier point, c'est par rapport au bac. Je pense qu'on ne peut pas aller sur tout ça. Oui. Voilà, on va parler un peu des faiblesses. C'est pourquoi j'ai parlé aussi de cette grève qui était au niveau de l'éducation récemment, que nous avons tous constaté d'ailleurs. Est-ce que ça, ce n'est pas une des faiblesses? Je veux vous amener à parler un peu des faiblesses parce qu'il y a eu 7 points des forces quand même. Très bien. Oui. Et si quelqu'un ne reconnaît pas que c'est une faiblesse, c'est du tort. Oui. La grève a négativement joué et sur les parents d'élèves, et sur les élèves, et sur le département, donc sur tout le monde. La grève a été très douloureuse pour nous. D'accord. Parce que quand il y a grève, vous avez vu par exemple l'année dernière, on a fait courir la rumeur dans la tête des gens, pour ceux qui ne connaissent pas le système éducatif. Il y a année blanche. Ils ne connaissent pas c'est quoi une année blanche. Quand est-ce qu'il y a année blanche? Ils ne connaissent pas. Bon, les élèves et parents. Mais il n'y a pas eu de communication aussi. Justement, si, il y en a eu. Pour expliquer quand est-ce qu'il y a année blanche. Lorsqu'il y a le taux d'intoxication supérieur à la communication, vous voyez ce que ça donne. Donc, les gens sont aptes à capter ce qui est mauvais, surtout les enfants d'aujourd'hui. Étudier, il faut les obliger à aller à l'école. Ouais. Okay. Même à l'université, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de conscients. Je donne cours à l'université, ils sont bébés encore. Hier, non, celui qui était à l'université était responsable. D'abord, dès le collège, l'enfant devenait conscient, responsable. Maintenant, jusqu'à l'université, ils sont nuls dans la tête. Donc, dès qu'on a des années blanches, les gens ont pris ça en argent comptant. Du coup, l'élève qui pense qu'il est année blanche a jeté les cahiers sous les paillassons. Et finalement, il y a eu cours, il y a eu examen. Donc ça a impacté sur les examens. Il faut le dire, ça a été un point très, très, très faible, madame. Parmi les actions phares de ces réformes, on peut citer l'instauration du baccalauréat unique, la promotion des langues nationales au niveau des écoles. Pour beaucoup d'observateurs, ce sont des actions qui ont contribué à baisser le niveau du système éducatif en Guinée. Qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations? Bien, le baccalauréat unique, c'est bon. C'est une uniformisation que nous avions fait. Okay. La Guinée est sur le globe terrestre. Et ce qui se passe ailleurs, la Guinée était le seul pays à faire 2 bacs. Il y a un autre pays que j'ignore maintenant, je ne me rappelle pas. Mais il faut être au pas des autres pays. C'est pourquoi nous avons unifié le bac. 1. Cela n'empêche nullement la baisse du niveau des enfants. Mais pour ce qui est des langues nationales, madame, je crois que vous n'avez pas la bonne information. Il n'y a pas d'abord de langue nationale dans nos écoles. Mais vous voulez qu'il y ait des langues nationales. Parmi dans beaucoup de communications, même quand il y a eu des états généraux, c'est l'une des recommandations de faire la promotion des langues nationales, alors que nos enfants ont du mal aujourd'hui à s'exprimer en français. Oui, je voudrais faire la différence entre perspective et force et faiblesse maintenant. Okay, ce n'est pas une faiblesse parce qu'on ne l'a pas encore appliquée. Mais vous voulez? Nous souhaitons, bien sûr, nous sommes en Guinée. Moi, j'ai appris la langue nationale. Mais je suis plus fort aujourd'hui que ceux-là qui ont commencé par le français. Ça se passe dans la tête. Il faut booster, il faut pousser les enfants aux études. Maîtriser sa langue est une force. Est-ce qu'on a pensé à quelques préalables aussi, aujourd'hui. Monsieur Hamza, oui. Est-ce que vous avez pensé aux préalables qui peuvent permettre la réussite de cette initiative? Bien sûr. Vous savez, nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans un pays à plusieurs dialectes. Il y a des enfants qui ne peuvent aujourd'hui écrire
dans leur langue. Pour nous, il faut pousser les enfants à aller vers leur langue. Même l'anglais, le président de la République souhaite que tout le monde parle anglais parce qu'aujourd'hui, la langue anglaise est une langue internationale. Dès que vous montez dans l'avion, vous ne parlez plus français. Beaucoup de documentation viennent en anglais. Donc, il faut avoir double force. Si on avait une force, il faut pousser les enfants. C'est une pédagogie. Il faut pousser, il faut les forger, il faut les mouler pour qu'ils comprennent non seulement le français, c'est notre langue officielle, mais qu'ils maîtrisent nos langues maternelles, mais pourquoi pas l'anglais? Je crois que c'est un souhait, c'est une perspective que nous souhaitons mettre en place pour que nous puissions évoluer comme d'autres pays. Ça se fait ailleurs. Au Sénégal, les gens parlent le Wolof même dans l'Assemblée. Oui, mais en fait, ce qui est inquiétant pour moi, c'est juste les préalables. Parce que vous savez, au niveau des institutions, au niveau de l'administration guinéenne, on parle français. On ne parle pas nos langues nationales. C'est vrai que par endroits, vous pouvez trouver des gens qui parlent en langue nationale, mais la langue permise quand même, c'est le français. Oui. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé des préalables. Est-ce que vous avez pensé aux préalables et même à la suite de cette initiative? Bien sûr, nous avons pensé aux préalables et ce sont ces préalables que nous sommes en train de mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait un fort financement par rapport à ça. Et quels sont ces préalables? Il faut que les préalables, il faut d'abord connaître des enseignants formés pour ça. Hein. Deuxièmement, il faut connaître des outils. Et ces outils-là, c'est les instruments que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, donc voilà, bref, tout dépend d'un financement. Nous, au département, nous émettons des idées. Et alors, lorsque ces idées sont prises en charge, alors on peut l'expérimenter. Et tout à l'heure, vous avez dit que le monde évolue. Est-ce que vous pensez que ces réformes au niveau du secteur de l'éducation sont en phase aujourd'hui avec le contexte actuel, avec les besoins et les exigences du XXIe siècle? Bien, ces évolutions... Et surtout, est-ce qu'ils répondent aux attentes des apprenants, qui sont les bénéficiaires? Bien sûr. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle, c'est vrai, c'est pourquoi il faut être au pas. C'est que nous avons eu un coup, un choc. Le numérique fait aujourd'hui, au lieu que nous en bénéficions des avantages, c'est le contraire qui se pose. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Quand nous avons des téléphones Android, téléphone Android signifie quoi? Un élève à la maison, un étudiant peut faire des recherches. Malheureusement, nos enfants, au lieu de rechercher, c'est aller sur Facebook, aller regarder autre chose. Donc, cela suppose que le pays aussi a une connexion fiable. Bien, donc, non, il y a une connexion fiable, c'est vrai. C'est que nous sommes en train de forger pour que ce mésavantage-là se transforme en avantage, en faisant des conseils, en donnant des exemples. Évidemment, je l'ai remarqué dans une de mes inspections, que je n'ai pas apprécié, mais c'est un début de compréhension. Le professeur a posé une question, l'enfant a appris, il ne connaît pas, il a triché, il a cherché sur Facebook. J'ai apprécié, j'ai désapprécié. D'une part, il traite, il vole. De l'autre, c'est un début d'apprentissage à la recherche. Et vous pensez qu'il a été intelligent d'aller sur Facebook et rechercher la réponse? Voilà. Et quelque part, si c'est un examen, parce que nous voulons que dans un cours, nous voulons une participation. Le professeur veut savoir qui a compris, qui n'a pas compris. Mais si lui, il a regardé... pendant les examens. Voilà, c'est pas bon. Même pendant le cours, le professeur, pour lui, l'enfant est intelligent. Mais c'est l'effet contraire. Alors que ce n'est pas une réponse qui vient de l'enfant. Ça ne vient pas de lui. Mais ce qui est recherché, c'est faire cette action-là à la maison. On a donné une leçon. Le professeur a expliqué. Il peut aller trouver autrement. Il peut encore renforcer ses capacités de compréhension en cliquant sur Google pour voir c'est quoi. Est-ce que ce que le prof a dit, c'est la même chose? Et le lendemain, il revient à la charge. Monsieur, vous m'avez dit ça hier, mais moi j'ai vu ça. Au professeur de se défendre, voilà, oui, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est ce que nous cherchons. Nous allons parler aussi à présent des faiblesses de ces réformes. Monsieur Ansa. Bien, les faiblesses, il y en a beaucoup aussi. C'est l'inadéquation
entre l'offre et la demande scolaire. Très bien. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup qui veulent venir à l'école publique, faute de moyens. Mais aujourd'hui, autant que nous sommes en train de construire les écoles, autant les enfants naissent, la population évolue. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a moins d'écoles. Donc, c'est l'une des faiblesses que nous exposons parce qu'il ne faut pas avoir honte d'exposer sa plaie. Bien, vous avez également l'accès à l'éducation de tous en âge d'aller à l'école. Oui. Vous voyez aujourd'hui des enfants dans la rue, bol sur la tête. Ou en Normalement, train de mendier. ces enfants, on doit les attraper, les envoyer à l'école. Oui, oui. Il ne faut pas toujours attendre l'aide des partenaires au Donc, développement. L'État doit être capable d'envoyer. Justement, en fonction de ces moyens, il faut que les partenaires aussi nous aident par rapport à L'État doit ça. avoir Mais les l'État a moyens les de sa moyens. politique. Il y a également la qualification des enseignants dans l'apprentissage et l'évaluation des élèves. Ce n'est pas dit que je suis sorti de la Sorbonne. Chaque fois, le professeur se met en cause. Ouais. C'est pourquoi avant de donner un cours, il faut que le professeur fasse une revue de son cours. Et en dehors de ça, le professeur doit se mettre en cause pour explorer d'autres formations. J'ai une technique, qu'est-ce qui peut aller avec ça? Il faut que j'innove ma Qu'il façon de s'améliore donner aussi. cours. Oui. Donc, pour le faire, il y a chaque fois des renforcements des capacités. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et au début de même cette année, c'est qui a coïncidé à la grève. Ok. Il y a également le manque d'enseignants au poste. C'est une faiblesse pour nous. Toutes les écoles, si nous parlons de contractuels, c'est parce que il y a d'autres écoles qui ont besoin d'enseignants D'enseignants qualifiés titulaires, surtout. qualifiés. Et généralement, c'est ce que nous regrettons. Et nous sommes en train de corriger ça. Les gens entrent par l'enseignement. Une fois arrivés, on a trouvé l'éducation pour une passoire. Une fois arrivé, on change de département. C'est un droit pour le fonctionnaire de demander à être dans tel Muté, département, tel autre. Mais il appartient aussi à la fonction publique d'accepter la demande. Donc, nous voulons que cela soit freiné. C'est pourquoi nous voulons maintenant des professionnels en la matière. Par rapport aux enseignants qui abandonnent leur poste, est-ce qu'il y a aujourd'hui une stratégie que vous envisagez mettre en place pour pouvoir contrecarrer cela? Je rappelle, ce n'est pas un abandon de poste. C'est-à-dire que vous avez eu votre concours pour l'éducation. Non, je veux parler des enseignants qui sont mutés par Ils endroit refusent et d'aller. qui Ah, ne ok, vont pas d'accord. occuper leur Ok, poste. d'accord. Des sanctions sont prises Oui. parce que lorsque nous constatons qu'il y a des abandons de postes, vous avez été envoyé à Sigiri ou bien à Tokounou l'intérieur, chez oui, moi, surtout. alors vous refusez d'aller. Le département fait la liste des abandons de postes. Ok. On envoie à la fonction publique parce que c'est la fonction publique qui met à nos dispositions l'effectif. Ceux qui ne sont pas censés être dans les conditions normales dans ces classes, alors on les extirpe de nos effectifs. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais est-ce que vous faites le suivi à ce niveau? Parce que c'est des cas qui sont toujours enregistrés dans certaines localités. Il y a des écoles, des très infrastructures, fréquent, mais il n'y a d'ailleurs. pas d'enseignants. Madame, à l'instant T, nous avons toutes les informations des écoles. Madame, monsieur Diawara. L'administration, Oui. vous avez ici, je parle devant des responsables d'école, Ça, c'est des sûr. responsables de communes, des directeurs, ils sont en train de nous suivre. Du département jusqu'au dernier village, il y a une chaîne. Donc, on est en train de nous remonter tous Au les fur et jours à des mesure. informations. Ok, Donc, est-ce si que- un professeur n'est pas là, on sent déjà qu'il n'est pas là. Je continue sur les faiblesses, si vous permettez. Allez-y. Allez-y. Il y a également, comme je le disais tantôt, la rénovation des programmes d'enseignement. Ok. Nous sommes en train, chaque fois, il faut revoir les programmes, qu'est-ce qui est caduc, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut introduire. Il y a également qu'il faut signaler la démission des parents, qui est une faiblesse dans l'accompagnement des élèves. Oui, Ce ça, qui quand se même, passe il faut- en Guinée ne se passe nulle part ailleurs. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs les enfants ont un niveau très faible. L'enfant est un mur. Et le mur doit être crépi de part et de l'autre. Quand l'école crépit le côté droit, le côté gauche, les parents doivent faire autant. Il y a également
le faible taux d'admission aux différents examens. Oui. C'est une faiblesse. Zéro. Voilà, c'est une faiblesse. La stratégie. Et c'est normal. Certainement, pourquoi il y a faiblesse? Quand les enfants n'apprennent pas, justement, ce sont les conséquences de ce que je viens de dire. Lorsque les enfants n'apprennent pas, parce qu'à l'examen, on n'invente plus. C'est la valeur intrinsèque. Il n'y a plus de moyens annuels. Ceux-là qui ont bien travaillé, ils passent. Il n'y a aucune sorcellerie par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre bouchée double, sensibiliser les parents, dire aux enfants qu'ils se détrompent. Si hier la moyenne accompagnait, la moyenne n'accompagne plus. La moyenne permet quand même d'être candidat. Ça, c'est sûr. Mais accompagner quelqu'un, non. Donc, les gens doivent maintenant apprendre, serrer la ceinture. La tolérance zéro, ça veut dire qu'on doit compter sur personne. Et c'est ce que nous sommes en train. La sensibilisation est sur ça. Tolérance zéro, ça veut dire quoi? Vous êtes pris en flagrant délit, vous partez en prison. Vous n'avez pas votre examen. Tolérance zéro veut dire quoi? Vous n'avez que votre valeur intrinsèque. Si vous voulez, vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous ne passez pas. Ouais. Donc voici, en quelque sorte... Et cette sanction est valable et pour l'élève et pour l'enseignant. Et pour l'enseignant, le surveillant, lorsque nous prenons un fraudeur dans la salle, et l'enseignant et l'élève, vous êtes convoqués, vous êtes sortis de la salle. Ok, Monsieur Diawara, le budget alloué au secteur de l'éducation a été revu. Si je ne me trompe pas, c'est passé de moins 10% à près de 16%, si je ne me trompe pas. Mais c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Vous avez parlé des faiblesses que vous venez d'énumérer. C'est les mêmes choses depuis des années. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir votre stratégie pour que vraiment le système éducatif guinéen soit de qualité? Nous sommes en train de revoir, madame. Seulement, je voudrais que vous compreniez. Mais vous parlez beaucoup de perspectives. Oui. Alors que les faits sont là, il faut, en tout cas, si nous voulons un système éducatif de qualité, il faut passer, il faut qu'il y ait des actions concrètes, quoi. Mais si vous continuez avec les perspectives, je pense que peut-être on sera là encore dans 10 ans à parler de la même chose. Bon, madame, ce que je dis, ce ne sont pas des perspectives. Nous avons parlé des acquis tout à l'heure. Oui, mais c'est des acquis qui n'existaient pas. Des acquis, il y a certaines... Voilà, les faiblesses que je viens d'énumérer vont au fur et à mesure, en fonction des moyens que nous avons, être résorbés, être résolus. C'est ça notre problème. Même si ces besoins semblent urgents. Nous souhaitons que ces besoins-là, au fur et à mesure, parce que quand on cite un problème, parce que pour guérir un mal, il faut d'abord le trouver et le dévisager. Donc nous avons sorti les problèmes et au fur et à mesure, nous sommes en train de les régler. D'accord. Monsieur Ansa, nous allons donc ouvrir le débat autrement, Monsieur Ansa. Je le disais à l'entame de cette émission, nous avons un public qui a aussi besoin de comprendre certaines choses que vous avez évoquées ici. Nous allons donc leur passer la parole pour pouvoir soit poser des questions ou faire des suggestions ou même des approches de solutions également pour pouvoir rendre compétent et compétitif le système éducatif guinéen. Nous allons prendre 5 personnes et M. Ansa va noter les questions et il va répondre aux 5 questions et après nous allons prendre 5 autres aussi si le temps nous le permet bien sûr. Tout le monde va répondre il y a le aux questions. micro. Exactement. Donc M. Ansa voudrait que tout le monde réponde aux questions. Bien sûr. Bonsoir mesdames, bonsoir à M. Diawara. Bonsoir madame. Voilà, je suis Yansane Fatmata Baldé. Je suis acteur de la société civile. Je voudrais un peu comprendre si est-ce que vous avez pensé à évaluer l'enseignement des langues nationales de 68 à 84. Qu'est-ce que ça a eu comme bénéfice au niveau de l'éducation? Est-ce que vous avez réussi maintenant à rendre nos langues là scientifiques? Parce que on peut aller faire la littérature, mais il faut reconnaître que nos langues ne sont pas scientifiquement formatées. On a étudié les langues nationales, mais on n'a jamais pu dire la fonction Y égale F de X. On n'a pas su dire c'est quoi une parabole, un cylindre, un angle. Le sinus et le cosinus n'ont jamais trouvé de traduction. Et pourtant, c'est la science, comment on appelle, les langues scientifiques, les formules, comme vous avez dit, elles sont les mêmes. Est-ce que vous avez évalué l'impact que l'enseignement des langues a eu pour encore revenir sur ça? Parce que moi, à mon avis, les enfants n'ont aucun problème à parler les langues locales.
ici, en Guinée, chaque Guinéen sait au moins parler 2 voire 3 langues, minimum. C'est quelque chose d'acquis. La deuxième chose, moi je vois dans certains systèmes éducatifs, lorsque vous avez des enfants qui se mettent quand même au-dessus de la mêlée, on essaye de les extirper des différentes classes pour mettre une classe d'élite. Parce que souvent, on a vu des enfants qui sont très intelligents, qui comprennent très vite, mais qui se retrouvent dans la même classe que d'autres qui sont, bon, excusez-moi le terme, des tocards. Du coup, cet enfant hyper actif et intelligemment, il reste là à se tourner les pouces, il finit par se démotiver et penser que ce sont ceux-là qui ne sont pas performants, qui sont normaux, jusqu'à ce qu'ils baissent, comment on appelle, l'intensité de son enthousiasme pour l'école. Est-ce que vous avez prévu pour qu'à l'évaluation de ces enfants-là, qu'on puisse extraire certains pour les mettre dans une classe? C'est comme ça qu'on forme les écoles d'élite. Chez nous, il n'y a pas d'école d'élite. Tout le monde est dans la même classe, tout le monde suit le même programme. Or, dans d'autres systèmes éducatifs, je vous assure que j'ai vu un enfant qui est rentré à l'école à 5 ans et qui aujourd'hui a bientôt 8 ans, qui va passer directement à la 5e année. Parce que l'enfant même se dit, mais je perds mon temps dans cette classe, et dès qu'on l'évalue, elle passe à une autre classe. D'accord, merci Bon. Madame. Ensuite, l'autre chose, que nous voulons des laboratoires au niveau des lycées, parce que je vous assure, on étudie la chimie, on fait les formules, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, une autre personne, s'il vous plaît. Dansa Kourouma. Je suis de la société civile, madame. Merci beaucoup. Une précision. Les enfants qui apprennent dans leur langue nationale sont plus performants en sciences que ceux qui apprennent dans une langue étrangère. Des études l'ont prouvé, partout. Donc ce n'est pas... Le cosinus n'a pas de nom en anglais. Il s'appelle cosinus, peut-être là, parce que c'est des langues importées. Mais si le maître parvient à enseigner correctement les sciences à un enfant dans sa langue maternelle, il s'en approprie mieux. Ça, c'est de l'expérience qui est prouvée, pas en Guinée, mais dans le monde. Moi, je crois que, M. Ansa, ma première préoccupation, c'est la décentralisation de l'éducation. Vous savez, le ministère, nous, départements, directeurs préfectoraux, oui, tout ça, c'est le département. Mais comme l'éducation, c'est pour la société, mais qu'est-ce que vous en faites pour que la société soit propriétaire de cette éducation, qu'il soit associé dans les prises de décision, qu'il contribue pour l'orientation des programmes scolaires, qu'il contribue pour l'évaluation des systèmes. Bref, où en est-on par rapport à la décentralisation? D'accord. La deuxième préoccupation que j'ai, et fondamentalement, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité des enseignants. Je crois qu'on n'en a pas encore de solution pour ça. Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas des enseignants prédisposés, qui ont un niveau suffisant et qui doivent passer par une école de formation des formateurs de qualité, encadrés par des encadreurs de qualité et qui ont des mesures d'accompagnement plus importantes, il est difficile de tirer l'enseignement par le haut. Cette fois-ci, c'est la question. Qu'est-ce que vous faites pour prendre en compte ou pour minimiser l'impact des différents chocs qui ont perturbé le système éducatif pendant ces 2 années? Je veux parler de chocs politiques, parce qu'avant de parler de grève, c'était les manifestations politiques qui ont perturbé les enfants dans la rue, les enfants manifestants, les écoles fermées, et en plus de cela, la grève des enseignants. Quels sont les mécanismes? Est-ce que vous avez évalué l'impact de ces perturbations sur le système éducatif et quelles sont les mesures correctives que vous avez envisagées? J'en ai terminé. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre 3 autres personnes pour compléter à 5. OK. Et allez, par ici, s'il vous plaît. Samba. Oui. Bien, je suis camarade Ouamounou Mohamed, syndicaliste du SLEG. OK. Moi, je pense, en tant qu'enseignant, et comme souvent à chacune de ces interventions, le général Abakar Souma en fait une priorité, et M. Diawara doit savoir que l'éducation est un secteur clé pour le développement d'une nation. Un secteur incontournable. Il y a un manque total de rigueur dans l'application des textes réglementaires. Il y a également, les textes disent clairement, et lorsqu'on fait 25% d'absence,
on ne doit pas être évalué. On peut se présenter à la dernière minute et être évalué. Je sais de quoi je parle. Tout le monde en sait. On a des enseignants ici, les élèves sont là également. Oui, ça c'est une faiblesse que vous êtes en train d'évoquer. Mais Donc, avant de continuer, est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, une responsabilité partagée entre l'État et puis le SLEG? Laissez-moi terminer, madame. Okay, Laissez-moi aller jusqu'au bout. Okay. Il y a un manque de collaboration sincère. Nous nous disons qu'il faut qu'il y ait une collaboration sincère entre eux et nous. Okay. Donc, en syndicaliste hautement responsable, nous nous battons pour qualifier le système éducatif. Mais il n'y a pas de collaboration sincère entre eux et nous, entre eux et la population. Et tant qu'il n'y a pas de collaboration sincère entre nous, c'est un problème. Il ne faut pas se leurrer. Merci, M. Camara. Je n'ai pas encore terminé, madame. Okay. On a parlé également de fonctionnement des lycées techniques. Où nous en sommes, M. Dansa? Monsieur Ansa, excusez-moi, monsieur Dansa. Hein? Où nous en sommes? On a tellement parlé de ça, où nous en sommes actuellement. Et vous savez qu'il y a pléthore dans les salles de classe. Vous l'avez dit ici. Et il y a insuffisance de salles de classe. Voilà pourquoi il y a pléthore. Oui, lui-même il a évoqué. Voilà. Et à part le programme d'ajustement sectoriel de l'éducation PAS 1, nous voyons qu'il y a manque de salles de classe. Oui. Et vous voulez, et avec tous ces problèmes, booster l'éducation guinéenne, qualifier le système éducatif. Je pense qu'il faut travailler en collaboration sincère, honnête, avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le syndicat le plus représentatif. D'accord, merci beaucoup. C'est pourquoi je vais terminer lors du dernier conseil syndical. Monsieur Camara. On a fait des recommandations dans ce sens. Et les recommandations sont restées lettres mortes. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Qui encore? Ok, je vous remercie. C'est Moussa Sangaré de la CONASOC. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Donc, moi, ce qui me préoccupe dans ce pays, il y a bien sûr l'Institut national de statistique, mais à vrai dire, je me dis que les statistiques ne sont pas très fiables. Okay. Le point sur lequel je m'appuie beaucoup, c'est la gestion du personnel enseignant. Il n'est pas exagéré de le dire que c'est l'un des problèmes phares aujourd'hui auxquels on est confronté. Si vous prenez aujourd'hui dans les villages les plus reculés, on a recours aux enseignants communautaires. Pendant qu'il y a une pléthore par là à Conakry d'enseignants, et de l'autre côté dans mon village, il faut obligatoirement faire recours aux enseignants communautaires. Moi, c'est une suggestion que je fais. Imaginez l'enseignant qui a accepté d'aller dans un village lointain. Il donne cours là-bas et c'est la communauté qui le paye. Pourquoi recruter des gens ici à Conakry qui difficilement iront peut-être même à Kindia? Et sur place, on dit de prendre les gens sortant de l'ENI et de l'ISEG. Mais ceux qui ont la volonté d'enseigner, il a parlé de renforcement de capacité. L'une des approches pour pallier à ce problème, je pense que ceux qui sont déjà en situation, si on renforçait leur capacité et que ceci soit confirmé là-bas et qu'on fasse le recrutement sur place, je pense que ça peut pallier à beaucoup de problèmes liés à l'enseignement. D'accord. Mais prendre des gens ici et les envoyer ailleurs, surtout l'un des problèmes phares pour moi, c'est la gestion du personnel. Si ça c'est bien réglé, tous les autres problèmes de l'éducation peuvent être résolus. Très bien, merci beaucoup. Merci. On a besoin d'une cinquième personne. Oui, une dernière personne. Moi, je suis Diaby Mohamed Lamine. Je suis le président de l'ONG Les Amis du Futur. Je suis très fier de me retrouver dans cette salle, étant donné que l'ONG dont je représente ici depuis 1998 est un acteur incontournable dans le renforcement du système éducatif guinéen, notamment à travers plusieurs concours que nous organisons, et dont le concours phare c'est en score, amélioration du niveau scolaire par des compétitions d'orthographe et de sciences. J'ai suivi M. Diawara, je lui remercie par rapport à son exposé, mais je pense que quand on parle d'enseignement, de renforcement du système éducatif, il faut parler d'infrastructures
de qualité et de personnel de qualité. Tout à l'heure, il a dit que l'enseignement constitue une porte d'entrée pour plusieurs jeunes, mais une fois qu'ils sont là, ils migrent vers d'autres départements. Je pense que le département devrait se poser la question pourquoi cela et trouver une réponse pour non seulement trouver une politique de rétention de ceux-là qui sont recrutés pour être des enseignants. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a parlé des problèmes. Moi, je pense que le problème fondamental actuellement en Guinée, il faut le dire, c'est la politisation du secteur éducatif. Tout est politique actuellement. Les proviseurs sont mutés parce qu'ils sont militants, il faut le dire. Tu viens dans des écoles, moi, on œuvrait vraiment dans plusieurs écoles, mais je suis vraiment surpris, à un moment donné, on travaille avec des proviseurs de qualité. Mais avec la politisation du système éducatif, on les remplace par des militants qui sont pratiquement nuls. Et je pense que si le premier responsable d'une école n'est pas à la hauteur, ce n'est pas les enseignants qui peuvent être à la hauteur. J'en ai des exemples. Okay. Donc, si je passe à ce niveau, je voudrais aussi toucher un secteur qui est essentiel, les écoles privées. Actuellement, en Guinée, il est facile de transformer sa maison, chambre-salon, en une école. Il faut aller dans les quartiers. Il y a des écoles, même à pied, difficilement vous accédez à ces écoles. Et ces écoles font recours à des jeunes, parfois des lycéens. Tu viens, tu trouves que c'est des lycéens qui sont en train de donner des cours. Or, moi, au moment où j'étais à l'école, en première année, c'était des personnes comme M. Diawara ou même plus âgés que M. Diawara qui m'ont encadré. Et c'est essentiel. Je pense que l'école, c'est à la base. Et la base doit être vraiment servie par des personnes de qualité, c'est-à-dire des personnes capables non seulement de donner des cours, mais aussi de participer à l'éducation de tout petits. D'accord. Et avant, il y avait les inspections. Je pense que ça a disparu. Actuellement, tout le monde peut donner des cours. Il faut que l'État pense à remédier cela, et notamment revoir un peu ce système d'école privée. Et si M. Diawara dit aussi que si tu n'as pas la moyenne, tu ne peux pas être candidat, je voudrais lui demander à quel moment les listes de candidatures sont déposées au niveau du département. D'accord, merci beaucoup. On va faire une exception, Fanta. J'ai vu une lycéenne tout à l'heure qui a voulu parler. Okay. Je pense qu'on va la prendre et puis permettre à M. Ansa de répondre aux questions qui lui ont été posées. Oui. Comme M. Ansa vient de dire ici, qu'en Guinée, ici, pour avoir le baccalauréat, quand tu n'as pas 10 de moins, tu ne peux pas être candidat. Maintenant, j'aimerais savoir, les élèves qui ont 10 de moins au baccalauréat, on les oriente dans les enseignements généraux. Comment vous pouvez trouver ça comme solution? Parce que les élèves oui, qui ont 10 de moins. Oui, les élèves qui ont 10 de moins au baccalauréat. Malgré on ne parle pas avec la note au baccalauréat, maintenant, une fois au baccalauréat, on a 10 de moins et on arrive à nous orienter dans les enseignements généraux. Ça, vous pouvez au moins trouver solution par rapport à ça. Ok. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va permettre à M. Ansa. Monsieur Ansa. Bien, alors, merci. Vraiment, je vois, je mesure l'intérêt que cela suscite. Dieu merci. Alors, on a souvent dit que tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. La nation, oui. Si tout le monde s'y mettait, je crois qu'on aurait une bonne éducation et du coup une bonne nation. C'est très bien. Je commence par Mme Yansane, qui a parlé d'évaluation des langues nationales. Et je crois que cela a été répondu en partie. Il est bien facile. Il a fallu une évaluation avant qu'on ne parle de la notion de langue nationale dans nos écoles. Lorsque vous êtes enseigné dans votre langue nationale, vous comprenez encore mieux. Un exemple très simple, les professeurs d'anglais, nous sommes des francophones. Quand ils sont en train de donner cours, parfois, ils mettent du français dedans pour mieux comprendre le cours. Donc, c'est la même chose pour nos langues nationales. Également, elle dit... cette évaluation, c'était en quelle année? Et puis, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, c'est la deuxième question. Bien sûr, il y a 2 ans, on a fait un rapport pour ça. Il y a 2 ans. Okay. Bien, Mme Yansene continue. Est-ce qu'il y a des écoles d'élite? Effectivement,
c'est vrai, nous sommes dans une éducation, c'est comme la construction d'une maison. On met la fondation, le mur et après on met le toit. J'ai l'impression que les gens veulent connaître tout à la fois. On ne peut pas avoir tout d'un coup, c'est petit à petit. Et la preuve, il y a création, il y a 2 années, des écoles d'excellence. Les proviseurs, des directeurs communaux sont là. Il y a des écoles d'excellence maintenant. Comment ces écoles-là sont nées? Les meilleurs, les 5 premiers du BEPC sont automatiquement envoyés dans ces différentes écoles. Ce qu'on appelle crème. C'est un début, on l'a fait. Également, elle a demandé est-ce qu'il y a des laboratoires. Vous savez, le gouvernement vient de financer l'achat ou le rachat de 8 écoles au niveau de Conakry, des grandes écoles. Et c'est des écoles privées que le gouvernement est en train de racheter pour le département. Dans ces écoles, il y a des centres informatiques, il y a des laboratoires. Avant aujourd'hui, il y a 2 ans, beaucoup d'écoles aujourd'hui sont informatisées. Les responsables d'école sont là, ils peuvent le témoigner, les élèves également sont là, ils peuvent le témoigner. Mais c'est petit à petit. Les laboratoires également, même il n'y a pas encore une semaine, Madame Yansane, on a parlé, au lieu même des labos, au lieu de la théorie, on a parlé de transformer ces théories-là en pratique. Parce que quand vous dites le soufre en chimie à un enfant, il faut lui montrer. Les réactions qu'on fait et qu'il y a fumée ou bien gaz carbonique, il faut faire devant l'enfant, il va le comprendre. Nous sommes sur ça actuellement, madame. Mais petit à petit, ça vient. Docteur Dansa, décentralisation de l'éducation. C'est bien vrai, docteur. C'est petit à petit. Nous sommes décentralisés parce que du département jusque dans nos écoles, il y a le département, il y a l'inspection, il y a les directions au niveau des communes, au niveau des préfectures, il y a des directions au niveau des écoles. C'est tellement structuré que c'est décentralisé. Mais votre question fondamentale, c'est l'implication de la population. C'est vrai, comme pour le moment, d'autres pays n'ont pas expérimenté, nous sommes là. La population est vraiment intéressée à la chose parce que dans chaque école, il y a ce qu'on appelle l'APAE, Association des parents d'élèves. Donc, à partir de cette association, chaque parent d'élève, chaque citoyen est libre de venir prendre des informations, est libre de contribuer à l'évolution de l'école. Il y a des parents d'élèves qui viennent donner des bancs, qui viennent donner beaucoup de choses, des ordinateurs à la direction, ça arrive. Donc, il faudrait que chaque citoyen puisse prendre en compte l'éducation pour dire que l'éducation, c'est sa chose. Peut-être un jour, avec le développement, la Guinée va quitter ce stade, on va être pays émergent, finalement, on va nous approcher de la normale. Certainement, ces phénomènes vont être corrigés. Également, Dr Dansa a dit que les mœurs ne sont pas orientées dans les écoles de formateurs. C'est vrai, nous avons un système. Pour ceux qui le connaissent, le bac, on a toujours pris les meilleurs dans chaque option, les envoyer au Maroc. Cela existe aujourd'hui. C'est les moyens que nous avons. Alors, on dit souvent qu'une bonne femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, ces moyens-là aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons. Certainement, un jour, nous allons, avec l'idée ou les perspectives de construction des écoles techniques, la diversification des filières qui ont été décidées l'année dernière, certainement l'année prochaine verront jour. Avec ça, nous allons essayer de programmer les enfants, les élèves, les meilleurs en fonction des moyennes, en fonction de leur niveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour minimiser les chocs et grèves sur l'éducation et mesures correctives? C'est vrai, vous savez, nous avons été toujours victimes de ces grèves. Et chaque fois qu'il y a grève, si vous avez dû comprendre, on a décalé les examens. L'année dernière, les enfants, leurs vacances ont été écourtées pour qu'au moins l'essentiel, les 75% des programmes, soient enseignés pour être à la marge
des mesures correctives édictées par l'UNESCO, par exemple. Donc, on a eu vraiment des chocs, qu'il y ait choc, comme on appelle, mouvement politique ou bien grève. C'est toujours pas, il y a un mouvement politique, il n'y a pas d'école souvent. Il y a certains enfants, ce n'est pas tout le territoire. Oui. Mais là où il y a choc, ces enfants-là, tout de suite ne vont pas à l'école. Mais on a toujours trouvé des mesures correctives parce qu'on a dit aux enseignants, aux professeurs, chaque enseignant est maître de son programme. Il faut faire des aménagements de sorte que les enfants puissent comprendre le minimum. Monsieur Ouamouno, le syndicaliste a dit que n'importe qui peut être candidat, on ne respecte pas les textes. Voilà, lui-même il a donné la preuve. En principe, quand il y a texte, tout le monde doit respecter du premier chef au dernier. Bon, ce sont les M. Ouamouno pareil que nous recherchons. Alors, il dit que il fait passer des gens qui n'ont pas la moyenne. Il a la liste. Nous sommes en train de chercher ces gens qui ne travaillent pas bien. Parce que quand on aime le pays, vraiment, il faut mieux travailler. Nous voulons que M. Ouamouno, comme tous ceux qui sont comme lui syndicalistes, puisse remonter au département. Voici des choses que nous avons vues, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est l'argent, 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 l'argent dans leurs réclamations. Collaboration entre syndicats et éducation. Bon, je ne sais pas de quelle collaboration M. Ouamouno Camara fait allusion. Nous avons l'habitude de travailler avec tous les syndicats. Ils sont dans la salle. Quand il y a examen, ils sont tous invités dans la supervision, un certain nombre. Il y a des quotas que nous faisons. Ce n'est pas nous qui payons. Généralement, leur principal problème, c'est l'argent, en tout cas, le budget. Oui, mais il semble qu'il a tendu la main, qu'il vous a tendu la main. Et je pense qu'il faut aussi voir, est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir la stratégie de mobilisation des syndicats au niveau du ministère pour pouvoir mieux collaborer avec eux. Très bien. Nous, encore une fois, c'est devant le public. Le département n'a aucune peur, encore une fois, de collaborer avec qui que ce soit. Il a parlé de lycée technique, où nous en sommes. Quand est-ce qu'on a parlé de lycée technique? C'est pendant les vacances dernières que l'année prochaine, nous allons explorer les lycées techniques. Alors ça, certainement, cette année. L'année prochaine, nous verrons, et les gens, il y aura des lycées techniques. Ça a été dit, c'est pourquoi la pléthore dans les classes. Je crois que chacun de nous doit comprendre aujourd'hui pourquoi il y a pléthore. Parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Il n'y a pas assez d'infrastructures. C'est pourquoi le gouvernement vient racheter 8 écoles. Mais cela ne suffit pas. Oui, il faut en construire la gestion du personnel. C'est vrai, il a parlé des enseignants communautaires. Il faut qu'on s'informe. C'est vrai, nous avons pris des contractuels. C'est ce que j'ai dit au départ. Quand il y a, l'année dernière, le département a recruté 3500 enseignants. Et qu'est-ce que par la suite nous avons constaté? Ceux qui ont opté pour l'enseignement, une fois mutés dans une école, viennent dire qu'ils ne peuvent pas enseigner. Raison pour laquelle le ministre, Excellence Maurice Sangaré, a dit cette année, nous ne voulons que des enseignants issus des écoles professionnelles, ISEG, qui ne forment que des enseignants. ENI, qui ne forment que des enseignants. Cela n'exclut pas qu'on puisse recruter d'autres enseignants, d'autres universités, d'autres institutions. Si les intéressés veulent, mais cette fois-ci, ce serait sur engagement, je m'engage à être à l'enseignement, pour tel nombre d'années, je ne changerai pas le département. Ce sont ces engagements que nous allons déposer à la fonction publique. Quoique, personne ne bougera. S'il est recruté pour l'enseignement, il n'a pas pu donner classe, on leur a dit aussi simple que ça. Enseignant communautaire, M. Sangaré, ce que vous oubliez, dans certaines localités, il y a les citoyens eux-mêmes qui bâtissent des écoles, en dehors de la carte scolaire que nous faisons. Alors quand vous bâtissez des écoles comme ça, ils trouvent des enseignants.
Parce que dans la nomenclature, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas mettre un collège dans un district. Pour combien d'élèves? On a dit qu'on ne peut pas mettre un lycée dans une sous-préfecture pour combien d'élèves? C'est quand l'agglomération est grande, en fonction de la population, voilà, les écoles sont construites. Mais si par-dessus de tout, il y a des gens qui font, ils prennent eux-mêmes la charge des communautés, ce qu'on appelle enseignants communautaires. À quel moment les listes de candidats sont déposées? Bien. On dit pourquoi les enseignants migrent. Les enseignants migrent tout simplement parce qu'ils ont pris le département, au niveau de l'éducation, on recrute mieux, on recrute plus, parce que chaque année, il y a un besoin. Chaque année, il y a un besoin. Comme là-bas, on recrute, vous connaissez le Guinée, vous êtes Guinéen, les gens viennent. Hein? Ah, vous êtes Camerounais, mais vous êtes maintenant Guinéo-Camerounais. Donc, voilà un peu. Maintenant, dernière question, oui. Ceux qui ont 10 de moyenne sont orientés dans l'enseignement général. Oui, mademoiselle, c'est vrai. Cela dépend de quoi? C'est pourquoi c'est un message fort qu'on vous envoie. La Guinée est un pays qui représente en matière de formation, qui ressemble à une pyramide renversée. Il y a beaucoup d'universitaires que d'instituteurs ou bien en tout cas des subalternes. C'est comme au camp. Quand il y a beaucoup de généraux, qui va commander qui? Un pays, pour que le pays évolue, il faut qu'il y ait des ouvriers à la base. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'ouvriers. Ce sont les ouvriers qui construisent un pays. Mais si tout le monde est coordinateur de quelque chose, tout le monde veut être directeur, où sont les directions? C'est pourquoi, si certainement le président a parlé d'orientation obligatoire, c'est un peu ça. Il faut qu'on oriente les gens là où il y a le besoin, parfois. 10 de moyenne. Deuxième raison, lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, on dit, bon, les infrastructures existantes, réservons-les aux meilleurs. Donc, ceux qui ont plus de 10 de moyenne sont orientés dans les universités. Et vous qui avez 10 de moyenne, vous êtes orientés dans l'enseignement général. Et cela, ça va permettre, si hier, on n'avait pas de bacheliers dans nos zéniths, on n'avait pas de bacheliers dans les écoles professionnelles, maintenant nous avons de véritables bacheliers, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Pour être dans une école professionnelle, il faut avoir son bac d'abord. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter, ma soeur. Même si cela semble inquiéter quand même nos lycéens qui sont dans cette salle, nous allons, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, oui. nous allons monsieur, la parole. S'il vous plaît, on va s'écouter, Nous allons vous redonner la parole, mais cette fois-ci, nous ne prendrons que 2 personnes, parce qu'on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Mais peut-être avant de redonner s'il vous plaît. Nous allons clôturer alors cette émission, mesdames et messieurs. Nous aurons l'occasion d'avoir M. Ansa sur ce plateau de Guinée Forum très prochainement. Merci donc à vous d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Merci à vous, charmant public. Merci également à M. Ansa Diawara. Il est le directeur, je rappelle qu'il est le directeur de l'information, documentation et archives du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est également le porte-parole du dit ministère. Une fois encore, merci à vous, aimables téléspectateurs, vous qui avez accepté de nous recevoir chez vous pendant ces 50 minutes. Merci. Et le prochain numéro de votre émission Guinée Forum, mesdames et messieurs, nous parlerons toujours des forces et faiblesses du système éducatif guinéen, mais cette fois-ci avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci une fois encore et prenez soin de vous.